Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités. Vous savez ce qu'on dit pour faire chic, bref, le seul podcast automobile au monde qui ne met pas de super, même sans plomb, dans ses cornflakes le matin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Degois. Et c'est exceptionnel parce que nous sommes dans la même pièce, qui n'était pas arrivée depuis un certain temps. Au sommaire cette semaine, des nouvelles de Ruby, ma Tesla à moi, dévoilée dans le dernier épisode, mais surtout une explication un peu didactique sur les batteries qu'elle embarque, des batteries moins chères et pourtant pleines d'atouts, une technologie qui pourrait bien débloquer le marché de la voiture électrique. Du marché, parlons-en justement, les ventes de voitures électriques ont tout bonnement explosé chez nous ces mois derniers et pour une fois ce n'est plus la Renault Zoé qui tient le haut du pavé, on verra si ça dure, des chiffres qui expliquent aussi l'accélération de l'électrique chez l'essentiel des constructeurs, des plus grands publics aux plus luxueux, même s'il reste toujours certaines grandes marques qui font de la résistance. Thomas, comment se passe ce début de mois de juillet pour toi ? Bah écoute, tout à fait correctement. Et pour toi ? Ah bah pour moi, comment vous dire, je vais arrêter de parler de moi. Enfin, non, c'est trop tard pour ça. Mais non, ça va très très bien. Ruby va bien, elle grandit, tu sais. Elle est déjà grande, 3000 km déjà. Je l'ai vu en arrivant. En même pas 6 semaines. Non, on continue de filer le parfait amour. C'est intéressant d'ailleurs parce que je me suis aperçu que j'ai peut-être... j'étais pas seul d'ailleurs, on va venir aux chiffres. Mais je suis d'abord pas du tout seul à avoir acheté une voiture électrique en mai-juin. On est quelques milliers dans ce cas et les chiffres en témoignent. Et puis j'ai peut-être pris aussi le bon moment parce qu'apparemment ça devient un peu compliqué de s'acheter certaines voitures électriques ces jours-ci. Les chiffres justement, on a maintenant ça y est tous les chiffres du premier semestre sur les ventes de voitures électriques en France. Alors c'est compliqué parce que j'ai les chiffres sous les yeux de janvier à mai auxquels il faut rajouter. Bref, la voiture électrique la plus vendue sur ces 6 premiers mois de l'année, c'est justement la Tesla Model 3. On savait de manière... on subodorait, on sentait bien venir qu'évidemment la baisse de prix allait débloquer pas mal de choses. Le fait aussi que Tesla arrive à suivre en termes de production, parce que ces voitures, elles viennent de l'usine de Shanghai, en attendant que la nouvelle usine de Berlin n'arrive à les produire, même si elle produira autre chose, mais bon, c'est un peu hors sujet. En bref, oui, alors c'est intéressant les chiffres. Entre janvier et mai 2021, il s'est vendu 8083 Tesla Model 3 contre 7448, donc à peu près 500-600 de moins Renault Zoé. Mais donc 8000 sur les 5 premiers mois de l'année. Sur le 6e mois de l'année, il s'en est vendu 5000. Donc c'est une explosion en fait. C'est l'explosion. Je pense que ça, oui c'est ça, c'est l'annonce de la baisse de prix, le fait que la production suive, le fait que les livraisons suivent aussi. Enfin, c'est assez bouleversant. Et tout ça évidemment pousse au global le marché français, parce que chez nous, sur ces mois-là, en juin 2021, les électriques et ce qu'on va appeler pudiquement les électrifiés, c'est-à-dire les véhicules hybrides, représentent désormais presque 20% des ventes, 18,8% exactement, si j'en crois les chiffres de nos amis de Mac Forever. C'est quand même juste le double de ce que c'était il y a un an. Alors évidemment, au 1er juillet, le bonus écologique a perdu 1 000 €, on n'est plus que à 6 000 €, mais ça reste quand même une grosse motivation à acheter. Et moi, alors j'ai pas entraîné plein de gens derrière moi, j'ai pas fait du prosélytisme particulièrement. C'est vrai que j'ai mis le volant dans les mains de pas mal de gens, tout ça, etc. Mais parce que c'est vrai que c'est une expérience rigolote. Mais tout à coup, j'ai vu plein de gens autour de moi commander des voitures électriques, des amis, des collègues, des confrères, jusqu'à ma mère, ma maman. C'est pas un outrage de dire qu'elle a 78 ans et qui tout à coup va abandonner son Picasso, son C4 Picasso, et elle se dit tiens oui, qu'est-ce que je pourrais acheter ? C'est bien la voiture que t'as achetée, oui, Cédric ? Ah oui, c'est bien, oui. J'en suis content. Ah bon, c'est bien. Ouais, c'est joli quand même. Ah oui, c'est bien. Ça coûte combien ?
Ah bah écoute, je pensais que ce serait plus cher que ça, mais ah bah oui, bah tiens, je vais acheter ça. Non mais maman, tu sais, elle est un peu basse, hein, c'est quand même, enfin c'est voilà, puis c'est, je sais pas, est-ce que ça te plaira Non mais c'est électrique, c'est bien. Moi je trouve ça bien l'électrique, c'est bien. Moi voilà. Bon et je te promets, 20 minutes après, j'ai reçu un WhatsApp. C'était, tu sais, l'image du petit hérisson que tu reçois quand tu passes ta commande chez Tesla. Ouais. Il dit, mais merci pour votre commande. Et enfin c'est ahurissant. C'est ahurissant. Le rythme auquel les ventes se font, c'est assez dingue. Elle avait prémédité son coup, c'est pas possible. Non, pas du tout. Non, c'était. Mais elle l'a acheté comme t'achètes un tube de mentos à la caisse d'Intermarché. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'achat d'impulsion, genre, c'est chouette. Bah, je vais prendre ça. Bon, je pense qu'elle avait envie de changer de voiture depuis un certain temps, et puis que voilà, finalement, tu vois, c'est un petit côté YOLO. Hein, c'est-à-dire que voilà. Moi, je lui aurais plutôt conseillé, je sais pas. Une modèle Y, enfin je sais pas, un truc un peu plus haut par exemple, parce que quand même, enfin faut. C'est vrai qu'on la modèle 3 on rentre dedans un peu, pas avec un chausse-pied, mais c'est assez bas. Hein, bon, ça donne aussi une impression de vitesse. Enfin bref, voilà. Donc maman attend sa Tesla, qui ne sera pas rouge, hein, celle-là, parce que en Bretagne, on prend quelle pas couleur des voitures elle a rouges. pris d'ailleurs? Elle a pris quelle couleur? Écoute, on va faire un peu de spoil, mais elle l'a prise blanche. Ouais, elle est très jolie en blanc, cette voiture. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Ouais. Mais du coup, maman se retrouve dans le même panier que, à mon avis, quelques milliers d'autres qui viennent de commander des Tesla Model 3 en mai et en juin, et à qui le configurateur affichait livraison en août, parce que on reviendra pas dessus, mais Tesla vraiment fonctionne sur une espèce de rythme au trimestre, c'est-à-dire qu'en gros, faut commander au premier mois du trimestre pour être livré le deuxième et le troisième, et puis après on remet les compteurs à zéro et ça repart. Et qui, comme quelques centaines et quelques milliers d'autres, ont eu la mauvaise surprise là de voir que leur livraison était repoussée au mois de novembre. Alors, c'est problématique et on n'arrive pas exactement à savoir pourquoi. Alors, on a cru à un bug en disant non, mais c'est le truc qui s'est planté dans un calcul de machin. Bon, voilà. D'autant que certains aussi ont vu la date de livraison disparaître, ce qui est un peu frappant. Je sais pas, apparemment ce serait pas un bug, c'est peut-être un problème de composants, on n'arrête pas de parler de la pénurie de composants qui frappe alors là tout le monde, des fabricants de micro-ondes, aux fabricants d'écrans, aux fabricants de smartphones, tout ça. Peut-être qu'il manque un composant crucial à la voiture, mais c'est curieux que Tesla communique pas là-dessus. Bah ouais, ça peut être ça. On évoquait aussi peut-être des priorités géographiques. Ah oui, alors là, ça aurait été le côté, bon, ils sont bien sympas les Français, mais on n'a pas que à servir. Je sais pas, parce que dans le même temps, ils ont quand même annoncé avoir produit, c'est quoi, 200 000 voitures, c'est quoi, depuis le début de l'année ? Donc ça produit quand même très très fort. Oui, c'est ça. On s'est dit peut-être que finalement ils ont pris une partie de ce qui était alloué à la France pour le donner à d'autres pays, parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux pays où on peut acheter des Tesla. Ils ont commencé à livrer les premières en Israël le mois dernier. Peut-être que tout à coup ça a généré une demande incroyable. Je ne sais pas. Mais non, apparemment, bon, pour l'instant je penche pour un problème de composants, mais je pense qu'ils doivent être gênés aux entournures et à mon avis ils doivent être en train de chercher des solutions comme des fous. Parce qu'évidemment, ça va compromettre leur trimestre à venir. C'est-à-dire que là, ils vont pas faire un nouveau record si tout à coup, ils n'arrivent plus à livrer. Bref, le top 10 des véhicules électriques vendus chez nous, c'est donc Tesla Model 3, Renault Zoé, la E208, la Twingo EV, la Twingo électrique, que je vois assez peu en fait, ou peut-être que j'y prête pas attention. Autant je vois des Kia Niro, j'en vois plein, des Fiat 500 électriques, j'en vois plein, des Hyundai Kona EV aussi, la Mini Cooper qu'on avait essayé, même etc. Des ID3, on en voit aussi. Même des Volkswagen ID3, je vois pas de Twingo. Peut-être que est-ce que c'est des véhicules de flotte ou je sais pas. Bon bref, enfin c'est une bonne nouvelle quand même que tout ça s'amplifie. Et alors c'est intéressant parce que l'une des particularités de ma Tesla à moi, mais aussi de toutes celles qui ont été livrées, fabriquées à Shanghai ces derniers mois, c'est qu'elle a une batterie, on l'a évoqué rapidement déjà, différente. Alors pas différente, vous savez, au sens d'un enfant différent, c'est pas vraiment différente, avec une chimie différente, avec des composants différents. En clair, jusque-là, l'essentiel des batteries de voitures électriques de dernière génération, c'est des batteries
Lithium-ion. Lithium-ion, absolument. Donc, avec différents métaux, avec du lithium qui est un sel, avec un peu de cobalt, du nickel. On se souvient des polémiques autour du cobalt. Du manganèse aussi. Du manganèse, etc. On se souvient d'Elon Musk qui disait « Oulala, si on veut continuer à vendre des véhicules électriques, il va falloir qu'on trouve de nouvelles ressources de nickel. » Et ben, ces batteries-là, les batteries que j'ai dans ma voiture, qu'on appelle des batteries LFP, sont en fait beaucoup plus simples. Il y a que deux choses dedans, enfin que deux choses, je résume. Mais les deux principaux composants, c'est du lithium, donc un sel, enfin qu'on peut prélever. On n'est pas forcé d'aller dans les hauts plateaux de l'Atacama pour en chercher. On pourrait même avoir des mines de lithium en France si on en avait envie. Et si tout à coup il y avait l'économie qui permettait de le payer. Du lithium donc et du fer. Et un peu de potassium aussi, il me semble. Ouais, enfin, c'est kiff-kiff. Du fer qui, d'ailleurs, j'ai appris ça, qu'en fait, je sais plus quel pourcentage, est-ce que c'est 20%, 30%, 40% ou plus, du fer qu'on utilise aujourd'hui est déjà du fer recyclé, en fait. Parce que la filière de recyclage du fer, elle date pas d'hier. Max et les ferrailleurs, hein, on n'a rien inventé. C'est intéressant parce que c'est une technologie qui était a priori destinée plutôt à faire du stockage, résidentiel par exemple, à faire des batteries de stockage et pas forcément des batteries automobiles. Et c'est produit par une entreprise chinoise qui s'appelle CATL. Et apparemment, Tesla a dû leur signer l'exclusivité de toute leur production parce qu'ils se sont mis à mettre ça dans leur voiture d'entrée de gamme, donc la petite Tesla Model 3, la mienne. Ce qui est intéressant, c'est que... alors, ça a plusieurs intérêts. D'abord, pour le constructeur. D'abord, ça a un intérêt, on va pas se le cacher, un intérêt de coût. C'est moins cher, c'est plus facile à produire. Ça n'a pas les soucis commerciaux ou géopolitiques que peuvent avoir des métaux comme le cobalt qu'on trouve principalement ou quasi exclusivement dans les mines du Congo. Mais ça a du coup une chimie différente et un comportement différent. Alors ça a des avantages et des inconvénients, dit le garçon qui est en train désespérément d'essayer de retrouver l'article qu'il a sur le sujet. Mais je les connais, les avantages et les inconvénients. Ça a un inconvénient. Je te fais un WhatsApp tout de suite. T'inquiète, tout va bien. Ça a un inconvénient, c'est que ça n'a pas la même densité énergétique que les batteries au cadmium, enfin pas au lithium-ion. En clair, pour embarquer la même capacité, il faut plus de poids. Ce qui dans une voiture, c'est pour ça d'ailleurs que d'ordinaire dans une voiture, c'était pas ce qu'on utilisait en priorité. Donc c'est pour ça que c'est réservé aux voitures avec la plus petite entre guillemets capacité chez Tesla. Là, en l'occurrence, c'est une batterie de 55 kW, hein, c'est pas ridicule non plus. En revanche, ça a un énorme avantage, c'est la durée de vie. C'est-à-dire que les batteries au lithium, on vous dit, elles ont un cycle de vie utile, on va dire, de quelques milliers de recharges-décharges. Alors que là, on n'en connaît pas vraiment le nombre, c'est-à-dire combien de fois il faut la charger et la décharger entièrement avant qu'elle ait perdu 20% de sa capacité et donc qu'on la recycle pour faire autre chose ou qu'on la remette sur un autre circuit justement pour faire du stockage résidentiel. Là, non, ils expliquent que ça pourrait être 10 000 cycles de recharge ou 20 000 cycles de recharge. En gros, c'est une batterie avec laquelle on peut faire des millions de kilomètres avant d'avoir besoin d'en changer. Et donc, dans le monde réel, une batterie dont la durée de vie va dépasser celle de la voiture qui l'accueille, quand même, dans l'ensemble. Parce que j'aime beaucoup ma voiture. Est-ce que je vais faire 2 millions de kilomètres avec ? Je ne sais pas. À voir. C'est ce que disait Musk, que la batterie durait plus longtemps que la voiture, en fait, que la structure même de la voiture, finalement. Ouais. Tu seras obligé d'en changer avant. C'est ça, façon de dire, problème résolu quand même dans l'ensemble. Ouais. D'autant que le moteur est en train de suivre le même chemin. Ils n'ont pas encore lâché un peu les freins sur la garantie de tout ça. Ça reste garantie 8 ans, moteur, batterie, tout ça. Alors qu'en fait, ce sera à mon avis un coup à faire demain de dire, maintenant ces trucs sont garantis pour 1 million de miles. Ouais, c'est carrément ce qui compte faire. Enfin, ce qui compte faire. En tout cas, c'est la possibilité qu'offre la batterie, quoi. Donc, 1 million de miles, c'est plus ou moins garanti, quoi. Et alors, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commandé la voiture première du nom,
On m'a dit, ah oui, très bien, elle vient des États-Unis, donc elle aura des batteries lithium-ion qui ont un peu plus de capacité, je crois 5% de plus. Mais forcément, après, j'ai posé la question en disant, oui, mais dans un an, ces 5%, elles les auront perdus. Oui, c'est possible. Alors que l'autre les aura pas perdus. Ah, alors bon, ok, compliqué. Et du coup, là où sur les batteries traditionnelles, dirons-nous, il y a des stratégies de recharge qu'on vous conseille d'adopter. Si on vous dit par exemple, si vous voulez maximiser la durée de vie de ces batteries, je parle pas de l'autonomie au jour le jour, mais la durée de vie dans le temps, eh ben, il faut essayer de garder la batterie entre 20 et 80%. C'est-à-dire pas éviter de la charger à bloc et éviter de la décharger complètement. Alors, moi, j'étais toujours un peu gêné là-dessus parce que, imaginons si on avait une voiture qui avait une énorme batterie, on dirait bon, ok, cool. Mais là, on est sur une voiture qui a une batterie de taille moyenne, dirons-nous, Bah ouais. et tout à coup, donc, tu joues uniquement sur 60% de la capacité de ta batterie. Bon, là, ça devient un peu gênant. Les batteries LFP ont pas du tout ce souci. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu branches ta Tesla pour la recharger. Si tu as une batterie au lithium-ion, automatiquement, par défaut, il va la recharger à 80% et s'arrêter, en te laissant tirer le curseur jusqu'à 100. Par exemple, si par exemple demain tu pars en vacances, Ouais. tu as besoin de plus d'autonomie, mais en te demandant mais à quelle heure tu pars, tu vois, pour pas garder une batterie à bloc trop longtemps. Là, sur celle-là, non, il n'y a plus de curseur. Enfin, si, tu peux toi-même régler le curseur, mais par défaut, il est à 100%. Et on continue à te dire, non, vous savez, une voiture heureuse, c'est une voiture branchée sur le courant, donc allez-y. Ouais. Donc c'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Et puis, évidemment, il y a l'histoire du coût qui a pas d'impact sur le coût de la voiture que j'ai achetée, mais qui, à mon avis, a un impact sur la marge de Tesla. Je suis ravi que Tesla fasse un peu de marge, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous raconterai sur la durée ce que ça donne. Il paraît qu'il y a un souci à vérifier. C'est le comportement de la batterie dans le froid, mais le vrai froid, le froid canadien. Il aurait fallu qu'on rappelle Martin Archambault. Mais à voir, parce qu'évidemment, apparemment, elle se décharge plus vite. Toutes les batteries aiment moins le froid qu'un climat juste tempéré normal. Genre en ce moment, 23 degrés, c'est nickel. Mais apparemment, dans le froid, elle perdrait le vrai froid, gros froid, par les frimas, elle perdrait plus d'autonomie. Eh ben écoutez, on s'en reparlera cet hiver. Hein. Peut-être que je viendrai vous voir en vous disant oui. Non, je disais avec une petite précision, c'est que j'ai dit une énormité. Je connais mal mon tableau de Mendeleïev, donc en effet, c'était pas du tout du potassium, mais bien du phosphate, et précisément de l'orthophosphate. Voilà, je voulais juste il y a des gens qui ont dû bondir en disant mais comment ça, il y a du potassium là-dedans? Pas du tout, mais c'est pas de quoi. Mensonge, complot. Alors non, voilà, c'était bien du phosphate sur ces nouvelles batteries. Voilà, donc LFP mon amour, jusque-là tout va bien. Alors c'est vrai que ça a un impact, il paraît que du coup, à capacité équivalente, ma batterie pèse 150 kg de plus, donc la voiture pèse 150 kg de plus. Je peux pas vous dire que c'est un truc que je ressens au quotidien. Non, ça reste éminemment. Enfin, ça va toujours très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, Tesla l'a fait à la Tesla. Ils l'ont presque dit à personne. Ça va être vaguement évoqué. Bon, bref. Et les gens, les premiers qui les ont eu dans les mains. Allez voir les premières vidéos sur YouTube en décembre dernier, par exemple, disaient mais c'est quoi ce bordel? C'est-à-dire que ça recharge beaucoup plus lentement sur les superchargeurs, etc. Là, évidemment, il a fallu 2 mises à jour de logiciel et tout à coup, ça a été réglé. Mais et là, maintenant, évidemment, les gens s'en félicitent. Du coup, il y a des gens qui maintenant recherchent plutôt cette batterie-là. Ouais. Bah oui, pour sa longévité, pour le fait de pouvoir charger à bloc tous les jours sans se prendre la tête, etc. C'est intéressant. C'est aussi cette batterie-là qui va permettre de continuer à faire baisser les prix. Par exemple, pour la sortie un jour de la prochaine Tesla, la plus petite, ce qu'on appelle la Tesla Model 2. Ouais. Et je voyais, Thomas, que Model 2, ça plaît pas. Enfin, le nom, apparemment, plaît pas à Elon Musk. Ouais. Il y a eu un tweet, bon, ça fait quand même quelques jours maintenant qu'il est sorti, mais un screenshot qui est sorti sur Twitter d'une correspondance en fait privée d'Elon Musk, qui a donné évidemment son accord pour la sortir, et dans laquelle il rage un peu contre ce nom-là. Pour ceux qui connaissent pas la petite histoire sur le Model 2, pourquoi Elon Musk n'aime pas ce nom? C'est parce que au départ, la Model 3 devait s'appeler la Model E, mais comme la Model E était une marque déposée
de De Ford. Ford. Et voilà. Donc du coup, on a feinté. L'esprit geek voilà, a fait que on a transformé le E en 3. En revanche, du coup, aucun intérêt de poursuivre sur le même schéma, en fait, finalement. Et Musk disait, il a envoyé dans un message, il disait mec, c'est quoi ces conneries sur... Pourquoi tout le monde appelle ça la Model C'est quoi 2? ce nom? Si c'est comme ça, si vraiment ça continue, on arrête le putain de projet. Il dit ça comme ça. We stop the fucking project. Et donc l'autre était mort de rire. Il dit non mais je suis sérieux. Hein. Alors que le projet, c'est quand même de faire une voiture un peu plus petite avec un haillon. Voilà. Voilà. Enfin, j'appellerais pas ça une citadine. Si pour les Américains, ce serait une citadine. Pour nous, ce serait une voiture. Ouais, pour voilà. nous, ce serait une voiture. Ouais, bien ce sûr. serait de la taille d'une 3008, enfin d'une. Ah, peut-être. Ouais, en fait, on sait pas grand-chose. Il y a eu des rendus 3D. Ouais, voilà, c'est ça, des petits rendus qui ont été fuités faits. ou pas. Moi, j'imagine que ce serait un truc qui serait de la taille à peu près d'une 308, quoi. Oui, pardon, 308. Peut-être un peu plus grand, éventuellement, mais on serait sur une base de 308. Bon, et donc, c'est du bien, coup, voilà. tu seras pas dépaysé. Ouais, exactement. Exactement. Et donc, du coup, je pense que voilà, Musk n'a pas envie de se faire dicter la suite, en tout cas, de comment j'appelle mes voitures par Monsieur Ford, qui aurait du coup infléchi Oui, parce qu'il faut rappeler, la Model 3 devait s'appeler la Model E, parce qu'il y avait déjà la Model S, la Model X, la Model Y. Pour faire sexy. Voilà. Et évidemment, un 3 à l'envers, c'est un truc de geek, ça fait un E, et puis voilà. Ouais. Mais donc, la future Tesla n'a pas de nom, donc c'est un peu embêtant. Elle n'a pas de nom. Voilà. Enfin, quoique la future Tesla, pour l'instant, c'est le Cybertruck qu'on attend toujours. Pour lequel j'ai toujours une commande ouverte. Il va falloir que je m'en inquiète un peu, parce que je vais pas avoir les deux voitures, faut pas déconner. Bon, enfin bon, tout ça est annulable, remboursable. Je sais plus combien, c'est quoi, $100? Oui, ça va. C'était vraiment. Ils sont au-delà du million de commandes. Ouais, non, à un moment, il va falloir commencer à délivrer. Et là aussi, c'est amusant, tous les observateurs, les journalistes, etc., ont maintenant une expression, ils appellent ça Elon Time. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. Quand Steve Jobs faisait des démos sur scène, faisait ses keynotes, on avait une expression, c'était quoi ? Flûte. Enfin, en gros, que Jobs avait tendance à redéfinir le temps et l'espace un peu à sa sauce. Et c'était flûte. Il faut que je retrouve. C'est dommage que j'ai été journaliste high-tech pendant 25 ans pour pas me souvenir du champ de distorsion de la réalité, enfin un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Voilà, la courbure de l'espace-temps. Voilà, et Elon Musk, c'est pareil, mais avec les délais. Ça fait par exemple, 3 mois qu'il annonce que ça y est, le logiciel pour faire de la vraie conduite 100% autonome, le full self-driving, va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines, etc. Ça n'arrive pas. Et pareil pour le Cybertruck, pareil pour pas mal. Bon, jusque-là, on le répète, il a toujours tenu ses promesses. C'est juste sur le timing qu'il y a un peu de débat. Autre bonne nouvelle, chez nous, alors là, beaucoup plus près de chez nous, la France est en train d'adapter enfin son droit à la voiture autonome. C'est-à-dire que ça y est, le code de la route a évolué pour en changer une chose qui était quasiment immuable. Enfin, c'était un peu au code de la route, ce que le préambule de la Constitution est à la Ve République, c'est-à-dire le fait que la première responsabilité du conducteur dans une voiture, chez nous, c'est de garder le contrôle de son véhicule. C'est ça, et à partir de septembre 2022, on pourra, sur des parcours prédéfinis, des zones spécifiques, on pourra rouler en autopilote. Et si on utilise bien l'autopilote, c'est-à-dire que s'il y a un accident et qu'on se rend compte que l'autopilote a été utilisé dans les conditions correctes d'utilisation, et à ce moment-là, s'il y a un problème, le conducteur peut être déchargé de ses responsabilités. Du coup, si c'est pas lui, qui c'est ? Ce sera l'opérateur, qui pourra être incriminé éventuellement si son autopilote est défaillant. Alors c'est un peu compliqué parce que moi il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Moi j'avais toujours l'impression que c'était toujours le propriétaire de la voiture finalement qui était responsable, parce que tu vois, c'est un peu comme la responsabilité des accidents piétons. À un moment, peu importe comment c'est arrivé, ok, t'as écrasé un piéton, fautif ou pas fautif, faut distinguer la faute de la responsabilité. Or, en 85, on a décidé en droit français que si t'écrases un piéton, c'est pour toi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce soit arrivé, sauf si le piéton avait déclaré à l'avance par une lettre recommandée qu'il allait se jeter sous tes roues, en gros. Et là, je pensais que ça allait être la même chose, qu'on allait dire, bon, par défaut, parce qu'il faut se poser la question aussi, des voitures qui se conduisent toutes seules, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre
au volant ou au moins à la place du conducteur des gens qui n'ont pas le permis ? Voilà qui est intéressant. Et du coup, si c'est des gens qui n'ont pas le permis, comment pourraient-ils être responsables de ce qui arrive quand ils sont dans la voiture ? Du coup, la logique serait de dire, bon, allez, c'est le propriétaire du véhicule qui va... En gros, c'est l'assurance du propriétaire qui va raquer. C'est intéressant parce que je ne t'ai pas raconté ça, mais depuis que j'ai cette Tesla, j'ai eu 2 accidents. J'ai eu 2 accidents. 2 personnes se sont propulsées sur ma voiture. Oui, j'ai eu vent de ça, en fait. Comme on en a parlé. Ouais, le premier, c'est un scooter qui a fait juste un tout droit sur moi, alors que j'étais arrêté. Et je sais pas, il regardait son smartphone, etc. Et paf, il m'a fait une jolie petite marque sur le bouclier arrière. Alors, tu sais, avant, les voitures d'avant, on avait des gros boucliers en plastique noir moche. Et ça servait à ça. Maintenant, on a des jolis boucliers en plastique peint rouge. Et ça sert moins à ça. Donc, j'ai une petite... Et alors surtout, il y a un vieux monsieur qui était devant moi en voiture et qui, à mon avis, il a mal suivi son GPS. Puis il s'est dit non, j'irai pas faire un demi-tour au prochain carrefour. Donc il s'est arrêté et il a essayé de faire un demi-tour. Il avait pas la place, donc il a avancé là, et puis il a reculé et moi j'étais là. C'est-à-dire que j'étais et il m'a enfoncé très très légèrement la portière conducteur, moi qui étais en train de klaxonner comme un furieux, genre non, cette voiture a 10 jours, laissez-moi tranquille. Ce qui est chouette, c'est que je peux revivre cette scène à volonté grâce aux caméras embarquées qui l'ont enregistrée. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs que la Tesla fait un truc rigolo, c'est que quand tu klaxonnes, elle enregistre par défaut. C'est-à-dire que ce qu'elle a déjà stocké en mémoire, elle le colle sur la clé USB qui est dans la boîte à gants, genre, ok, si t'as klaxonné, il y a sûrement une raison, donc ça, c'est bon, bonne prise, on la garde. C'est super bien foutu quand même. Et moi j'étais furieux. Bon, en fait, il a fait une micro-marque que j'arrive même plus à voir. Et non, mais c'était un vieux monsieur, il était stressé, il allait chercher sa femme à l'hôpital. Donc j'ai eu quand même 2 cartons et 0 constat. Hein. Je tiens à le dire. Parce qu'à chaque fois, je les ai laissés partir. Le chauffeur de scooter, on va pas se raconter nos vies, mais il avait pas beaucoup de papiers. Il avait une assurance, peut-être. Bon, face à la griffure sur mon bouclier arrière, qu'est-ce que j'allais faire ? Lui dire non, je veux faire un constat pour aller payer mes 450 € de franchise. Non, enfin, ça a été beaucoup plus clément que la personne qui. Il m'arrivait une bricole aussi. Moi, je venais de récupérer ma voiture il y a quelques mois, quoi, mais je venais de la récupérer. Et je vais pour me garer pour aller essayer d'acheter un tapis ou un truc comme ça. Et je me dis, tiens, je vais tester le parc assist. Allez, c'est parti. C'est sympa le parc assist. C'est super cool le parc assist. Et donc je la vois et tout, je fais ça tout doucement, je passe les vitesses quand il faut, j'accélère, mais vraiment tout très prudemment. Mais je la vois quand même, bon, elle tournait le volant et tout, puis je me dis, bon, mais là, elle va taper, c'est pas possible, il va y avoir un truc. Mais j'y vais vraiment au ralenti, quoi. Et je la vois qui, non. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait une petite éraflure. En effet, elle a frotté. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et finalement, je sors de ma bagnole, je regarde. Bon, moi, j'ai pas grand-chose, mais la voiture en question, elle, elle avait une petite éraflure quand même. Je restais pendant un quart d'heure en train d'attendre que la personne sorte de la concession parce que j'étais quand même quelqu'un de poli. Et finalement, il m'a dit non, mais moi je suis venu là pour la vendre, donc là, malheureusement, je ne peux pas. Ce qui m'a coûté 600 € chez Volkswagen, tranquillement. Mais on est honnête ou on l'est pas. Hein. Mais tu vois, là, t'étais en fait, ta voiture était en pleine conduite autonome. Donc il faudrait que tu te retournes vers le constructeur. Oui, alors en disant votre algo est tout pourri, je suis désolé. Ouais. Ce sera 600 € s'il vous plaît. Ouais, mais après je pense que j'avais fait une petite erreur de. Bon, bref. Une petite erreur d'appréciation. Oui, quand même. Un peu d'optimisme. Oui, j'aurais dû me rendre compte que ça marchait pas. C'était pas possible. Je voulais y croire, monsieur. Je voulais y croire. Tu vois, t'as eu trop confiance dans la machine. Du coup, justement, sur le fait que le droit français s'adapte aux voitures autonomes, Jean-Baptiste Djebbari, notre secrétaire d'État au transport, s'est félicité sur Twitter du fait que ça y est, c'est officiel. La France devient le premier pays européen. Pour une fois, on sera pas en retard sur ce coup-là, à adapter son droit aux véhicules autonomes. Et donc, tu l'as dit, dès septembre 2022, ils pourront rouler sur des parcours ou des zones prédéfinies. Là, j'aimerais plus de précision. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire dans des centres-villes ? Est-ce que ça veut dire uniquement sur autoroute ? Est-ce que ça veut dire uniquement sur des voies de circulation avec une séparation centrale ? Est-ce que, etc.
je pense qu'il reste pas mal de choses à préciser là-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression aussi que c'est des choses qui ont été faites dans l'optique, par exemple, de mettre en place, tu sais, des services de navettes autonomes, de trucs comme ça. Ouais, c'est ce qu'il faut Plus déjà, que de voitures personnelles, même si là aussi, ça pourrait débloquer les choses. Mais évidemment, nous, on vit dans un semblant de frustration parce que, par exemple, aux États-Unis, les gens qui achètent, par exemple, la conduite autonome sur Tesla, ce qui coûte quand même $10,000, peuvent l'utiliser même en ville. Et il y a plein de vidéos où Ouais. voilà, bon, c'est forcément, ça donne envie. Chez nous, ils le vendent, mais ça sert pas à grand chose. Du coup, ils vendent une espèce de version intermédiaire qui est un autopilot amélioré qui justement comprend le fait que la voiture sache se garer automatiquement, ce qui n'est pas donné. Par contre, ce qu'on a vu, tu m'as envoyé ça cette semaine, ça y est, on sait, ils vont enfin louer cette fonction plutôt que la vendre. Ouais, alors j'ai pas vérifié la source. Fake. J'ai pas vérifié la source, donc je peux pas. La source, c'est une capture d'écran qu'ils proposent pour voilà. une centaine de dollars par mois. C'est ça, $99 par mois. Alors on ne sait pas si c'est avec ou sans engagement. Voilà, mais ça peut être intéressant du coup pour tous les gens qui veulent partir en vacances. Mais surtout, ça n'a plus aucun intérêt d'acheter une fonction à $10,000 si tu peux la louer pour $100 par mois. Il faut faire la division en effet. Parce que c'est 8 ans et 4 mois pour payer le même prix. 8 ans et 4 mois, c'est pas le temps que tu gardes ta voiture. Et la valeur que ça rajoute à ta voiture, à mon avis, est assez limitée. Je suis pas sûr que ça se valorise énormément comme option. Donc, ou bien ils décident vraiment d'être super fair-play avec tout le monde et de dire si tu veux acheter ta voiture avec l'autopilote, tu peux le faire. Dans tous les cas, tu la revendras un peu plus cher que si tu l'avais pas. Et puis, si tu veux vraiment pay as you go, tu peux le faire aussi. Alors d'autres réclamaient un truc, c'est de dire bon écoutez, moi je veux bien l'acheter cette fonction et investir, mais je voudrais l'investir comme un service dont je serais propriétaire. Parce qu'en fait le piège, c'est que par exemple pour tous les gens qui ramènent leur voiture pour en changer dans une concession Tesla, la voiture est remise à zéro, elle a plus l'autopilote. Ouais. Donc là tout à coup, pouf, les $10,000 s'évanouissent dans la nature. Enfin, pas dans la nature, ils sont dans la poche de Tesla. Moi, j'ai pas de souci au fait que Tesla gagne de l'argent, mais c'est vrai que ça semble un peu... des gens disent, moi, je serais prêt à l'acheter, mais si, par exemple, l'autopilot me suivait de voiture en voiture, si je rachète une Tesla, ce serait d'ailleurs une motivation à rester fidèle à la marque. Apparemment, c'est pas la solution qu'Elon Musk a trouvée. Il penche plutôt du côté de la location, ce qui est pas con, parce que de fait, tu te dis, tiens, là, je vais faire 4000 km, je pars en vacances, chouette, je vais prendre l'autopilot pour être serein sur la route, même si honnêtement les fonctions d'autopilot existantes remplissent déjà plutôt pas trop mal cette fonction. Ouais, c'est clair. Autre chose, toujours en France, alors on le disait, les chiffres de vente de véhicules électriques font envie, j'imagine, à tous les constructeurs qui en font un peu moins, et on voit que là aussi, mais l'accélération, elle est vertigineuse. Je voudrais remercier, comment s'appelle-t-il, Franck Boisiz, mon confrère dans l'IB, qui a fait un papier sur Renault, et le papier s'est intitulé « Renault les doigts dans la prise ». Je ne sais pas si c'est une coïncidence totale, ou si Franck Boisiz est un fan de ce podcast, auquel cas on le salue avec de toutes nos amitiés. Mais voilà, c'est l'occasion de raconter à quel point Renault est en train d'accélérer. Il y avait déjà eu cette conférence il y a 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui s'appelait Renaulution, où Renault, en gros, traçait la route qui se dresse devant lui, avec beaucoup plus de véhicules électriques qu'avant. Mais là, ça va être encore plus que plus. Là, c'est un côté Monsieur Plus, c'est les vieilles pub finger. En gros, Luca De Meo, le patron de Renault, a annoncé qu'on pouvait compter sur 65% de voitures électriques ou électrifiées. Donc, il y a un petit peu, il se laisse un petit peu de place entre l'électrique et l'hybride d'ici à 2025, en clair demain, et 90% d'ici à 2030. Mais il n'est pas du tout seul parce qu'il y a plein d'autres constructeurs qui font des annonces du même genre. Alors, il y a quand même des messages parfois un tout petit peu contradictoires. Le même Luca De Meo, dans une interview très récente, parce que c'est cette semaine, le 7 juillet, affirmait que tout ça c'est bien, mais il faut peut-être pas aller plus vite que la musique en matière de transition énergétique. Il a indiqué lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale que bousculer trop rapidement le marché vers l'électrique pourrait menacer des emplois, alors pas forcément dans les usines, mais dans la filière mécanique.
Bah oui, parce qu'évidemment, il fatalement. y a plus d'entretien. Hein. Je rappelle que moi, quand j'ouvre mon coffre, le seul truc sur lequel je peux intervenir, c'est le liquide lave-glace. Ouais. Donc voilà. Il n'a pas tort là-dessus. C'est vrai que forcément, tous les bouleversements industriels, technologiques, Alors, ça met forcément des gens sur le carreau, mais ça ouvre aussi d'autres... Ah, Schumpeter, si tu nous entends. La destruction créatrice, oui, bien sûr, c'est que tout ça peut créer de l'activité en détruisant, mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là, non, ce sera pas les mêmes. L'analogie, moi, mon analogie schumpeterienne préférée, que je sors tout le temps, c'est que le moteur à explosion, il y a 150 ans, a pas donné de nouveaux emplois aux chevaux. C'est sûr. Donc ça crée des emplois, mais parfois qui sont déplacés ailleurs ou dans d'autres industries. Alors Lucas Demeo, il fait une estimation que j'aimerais bien voir creuser. Moi, j'aimerais bien le rapport ou l'étude qui lui donne ces chiffres-là. Il explique donc qu'aller trop vite vers une électrification totale du parc automobile, même si ça veut dire quoi trop vite, parce que t'imagines changer tout le parc automobile, ça prend 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, menacerait donc 50 000 emplois dans la filière mécanique, mais que, à l'inverse, selon lui, toujours selon Lucas Demeo chez Renault, 350 000 emplois pourraient être créés si cette transition était bien gérée. Alors là aussi, quels emplois ? Qu'est-ce qu'il entend par bien géré ? Oui, est-ce que c'est et puis quels sont ces emplois ? Est-ce que c'est de fait, je sais pas, la gestion des réseaux de bornes de recharge ? Est-ce que c'est parce que il faut le dire quand même, tout ça va faire très très mal, oui, de fait, à la filière mécanique, au garage du coin et aux concessions qui font quand même un fric fou sur les révisions. C'est peut-être lié au fait, c'est vraiment une hypothèse, hein, mais dans un précédent épisode, on avait parlé du fait que les stations-service qui se transforment en stations de recharge, du coup, intègrent beaucoup plus de services à la personne autour de leur borne de recharge, et donc du coup, ça veut dire que on va pouvoir aller faire ses courses, on va pouvoir aller faire tout un tas de choses quand on va recharger sa voiture. Évidemment, c'est aussi voué à devenir de plus en plus rapide, donc je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui peut se penser, mais ça peut être une piste sur ces emplois aussi autour de la construction de la voiture, de l'entretien, etc., quoi. Après, peut-être que aussi un certain nombre de constructeurs vont continuer de faire des voitures électriques qui seront forcément moins demandeuses en entretien, mais où il y en aura toujours un peu. On ne sait pas. Moi, tu regardes la i208, c'est ça ? La E208 de Peugeot, oui. Au niveau de l'entretien, tu as encore des petites bricoles à faire. Hein. De quel ordre ? Ça date de l'époque où je m'étais intéressé à la voiture. Donc ça remonte à 2 ans maintenant. Je saurais pas te dire exactement, mais il y a toujours il y a toujours de l'entretien à faire. Alors évidemment, mais c'est parce qu'ils te vendent un plan d'entretien qui est un peu calqué sur celui du véhicule thermique que ça remplace. C'est un peu ça, voilà, c'est pour ça. Alors évidemment, à terme, ça va disparaître. Ah ouais, clairement. C'est sûr. Moi, j'ai fait le calcul de ce que pouvait coûter une Tesla. Je pense que les plaquettes de frein, je les changerai jamais parce que je touche jamais au frein. Ouais. En gros, tu lâches la pédale, ça ralentit tout seul, tu t'arrêtes au feu, t'as pas touché au frein. Je voyais d'ailleurs l'exemple d'un possesseur de Model S, mais ça aurait pu être quasiment n'importe quel autre véhicule électrique, hein, qui expliquait qu'il avait dû quand même changer ses plaquettes de frein, mais je crois que c'était au bout de 280 000 km. Ouais, mais j'en ai vu un cette semaine, c'était 400, je crois. Ah oui, voilà. Il y a les pneus, quand même. Ouais. Parce qu'en plus, ces voitures qui font vroom vroom, faut des pneus avec une gomme un peu plus tendre, donc qui va pas vous faire 80 000 km. Et puis, c'est pas forcément les pneus les moins chers, parce que c'est des voitures qui sont un peu plus lourdes. Enfin, voilà. Là, par contre, il y a un petit peu plus de consommation de pneus. Là aussi, je reviendrai vers vous quand j'atteindrai, 25 ou 30 000 km. On s'en reparlera. Quoique, à ce rythme-là, ça pourrait être rapide, dites-donc. Mais en gros, après, à part des pannes, parce que ça arrive aussi, je vois pas de fait comment la filière mécanique française, et pas que française, va pouvoir se refaire. Donc voilà, Lucas Demeo s'en inquiète, ce qui est fort charitable de sa part, parce que c'est pas lui qui est mécanicien. Il faut pas oublier que ces concessions sont le plus souvent des concessions, c'est-à-dire des franchises, c'est-à-dire pas des choses dont ils sont propriétaires en dur, mais bon, il faut qu'ils s'inquiètent de leur réseau, évidemment. Après, tout le monde, pour te faire une petite transition, mais tout le monde ne compte pas passer à l'électrique de sitôt. Eh ouais, je vais y venir. Je finis sur Renault. Il espère quand même que les véhicules hybrides vont échapper à l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, dont on discute pour l'Europe en ce moment. Ce qui est pas gagné, à mon avis, parce que plus je vois des hybrides, il y a des fois, honnêtement, ça m'énerve. Tu vois des hybrides, tu te dis non mais
attendez, mais ça peut pas être une hybride. Enfin, c'est pas une voiture qui fait 2 tonnes, tout ça. Enfin, ça n'a pas de sens de juste rajouter un moteur et de mettre. Parce qu'il y a maintenant, il y a des espèces d'hybrides. On en avait déjà parlé de ces espèces d'hybrides light qui ont une toute petite autonomie. Ouais, d'accord. Ok. Là, c'est vraiment ça. C'est les trucs qui sont faits pour passer la taxe, en gros. Oui, c'est exactement ça. Voilà, D'autant qu'en plus sur les hybrides, on l'avait déjà évoqué dans le podcast, mais t'as une grosse partie, par exemple les utilitaires, toutes les flottes hybrides qui sont des flottes d'entreprises, etc., ouais. qui eux roulent 80% du temps en thermique. Oui, ou qui les rechargent pas. Enfin, au bout d'un moment, ça n'aurait aucun sens. Donc évidemment, c'était intéressant quand c'était une technologie intermédiaire parce qu'on disait non, mais les batteries sont trop chères, enfin tout ça. Là, honnêtement, ça a plus trop d'intérêt. Non. Enfin, ça a un intérêt commercial, ça permet de continuer à faire des véhicules thermiques tout en qui rentrent encore dans les cases de ce qui sera autorisé à rouler dans les villes demain. Mais ça a pu être un bon argument de com à un moment donné pour amorcer la transition énergétique, mais écologique sur le véhicule électrique, mais au bout d'un moment, ça va devenir, il va y avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que si tu fais encore de l'hybride, quand il y a vraiment des voitures électriques, et on pourra peut-être te dire, bon écoutez, arrêtez, maintenant vous êtes démasqués, ça suffit avec ça. Ça suffit maintenant, ça suffit. Mais c'est vrai, je vois des constructeurs, je passais devant chez Lexus, moi j'ai adoré Lexus pendant longtemps, parce qu'ils faisaient quand même des bagnoles absolument incroyables, et Lexus, alors ils ont de l'hybride à tous les étages. Je suis même pas certain que Lexus ait une voiture électrique. Alors qu'ils étaient précurseurs de l'hybride. Mais sur des voitures, tu vois, sur des 4x4 allongés, des trucs absolument gigantesques, pour les prix duquel tu pourrais t'acheter une Model X chez Tesla. Donc là aussi, tu te dis, mais la justification de tout ça, expliquez-moi. Renault est pas le seul à avancer un peu plus vite que la musique, en tout cas un peu plus vite que la partition qui s'était écrite jusque-là. Audi a annoncé qu'eux aussi seraient 100% électriques à compter de 2026. Et là encore, 2026, c'est demain. Ils expliquent qu'ils ne lanceront plus de nouveaux modèles thermiques, pouvais-je lire dans Automobile Propre, à compter de 2026, même pas d'essence, de diesel et même plus d'hybride. Donc eux, ils y vont franco. C'est-à-dire qu'à Ingolstadt, ça y est, c'est 100% électrique. C'est ça. Ce qui est assez... il y a une révolution culturelle. C'est-à-dire, je voyais une pub sur Facebook pour une BMW électrique. Et alors avec en dessous des commentaires en dessous de la pub de gens qui étaient des possesseurs de BMW et qui en gros étaient sur le ton de « Jamais, il faudra me passer sur le corps ». Tu te souviens de Charlton Heston, c'est quand qui à la NRA avec son fusil en l'air, « From my cold dead hands ». Et là c'était pareil, je ferai jamais acheter une machine à coudre. Monde. Et là tu dis ouais, c'est court camarade, l'ancien monde est derrière toi. Mais on comprend, c'est normal. Mais moi je me souviens même il y a longtemps quand BMW disait jamais non. BMW n'est pas une marque de taxi, monsieur, nous ne ferons jamais de véhicules diesel. Ouais, et puis après, là aussi, on peut comprendre aussi BMW, son histoire, la course automobile, c'est ça, pas la course, mais C'était BMW ou Volkswagen qui avait cette campagne il y a longtemps où il y avait juste la marque et il y avait marqué Pilots Wanted. C'est ça. Je sais pas du avec tout. Tous ces gens qui achètent des voitures en disant qu'ils vont les piloter plutôt que les conduire, c'est pour ça qu'ils conduisent comme des connards quand même dans l'ensemble derrière. Je dis pas que je dis pas que c'est un cas général. Hein. Je dis que ça arrive et ça arrive plutôt avec des grosses berlines allemandes. Ouais. Plutôt des Audi d'ailleurs, disons. Bon, mais attendez, je ne suis pas là pour lancer des guerres de religion, mais vous savez où nous trouver sur Twitter. Donc, petite précision quand même sur le sujet qu'on venait d'évoquer, il y a bien une Lexus électrique, je viens de la trouver. C'est la Lexus UX300e. Voilà, elle est 100% électrique ? Qui est 100% électrique. Ah mais alors, je mange mon chapeau je bats ma coulpe. Pour incarner le plaisir authentique de la conduite en milieu urbain. Selon les dires de Lexus, donc il y a bien. Pardon. Alors là, tu vois, à force de voir que des hybrides Lexus, je ne pouvais pas croire qu'il y ait une électrique. Bref, eux aussi, mais là tu vois que tout ça va quand même un petit peu lentement. Rappelle-moi, ça appartient à qui Lexus ? Oh là, toi tu sais, toi. Bah oui, ça appartient à Toyota. Et justement. Alors qu'on voit donc Audi, alors qu'on voit même dans des segments beaucoup plus luxueux, parce que ça y est, Bentley a annoncé que aussi
ils allaient passer au tout électrique. Jaguar, idem. Plus près de nous, Bugatti est en train d'être absorbé par Rimac. Rimac, qui est ce constructeur de supercars électriques croate, qui fait des trucs absolument déments. Mais là aussi, t'imagines la révolution culturelle, quand tu fais Bugatti, quand tu fais les Veyron, quand tu fais tout ça, c'est incroyable. Quand tu as même Rolls-Royce qui va faire de l'électrique, je suis désolé, là ça contamine tout le monde. Moi, je trouve que c'est logique. C'est-à-dire que Rolls-Royce, c'est un truc qui s'est vendu sur le confort et le silence. Comment continuer à faire un truc thermique ? C'est sûr. Et surtout, là, t'as pas de problème de poids. Si elle fait 3 tonnes, elle fait 3 tonnes. Tu vois, c'est pas grave. Je pense que la promesse, là, c'est plus sur l'autonomie totale, où là, on va dire, mais bien sûr, monsieur, avec la nouvelle la nouvelle Silver Shadow électrique, vous pourrez parfaitement faire Paris-Vintimille, faire Paris-Nice, enfin, Paris-Monaco, quoi, en gros. Mais c'est pas les seuls, d'ailleurs. Je voyais la nouvelle EQS, donc la Mercedes Classe S électrique, qui promet des autonomies qu'on est assez bouleversantes. Bon, je fais un nœud à mon mouchoir. Je pense qu'il va falloir qu'on aille essayer écouter la Lexus électrique, ne serait-ce que pour m'excuser d'avoir dit qu'il n'en faisait pas. Et puis, j'essaierais bien la EQS de Mercedes, parce qu'en plus, elle a cette espèce de gigantesque planche de bord avec des formes machin qui n'est que un gigantesque écran qui doit faire 1m40 de large. Enfin, ça a l'air proprement confondant. J'ai pas regardé le prix, qui doit être assez proprement confondant également. Est-ce qu'ils vont décliner aussi avec la S Maybach ? Ah, c'était le modèle hyper luxe voilà, c'est celle que je vois souvent régulièrement arriver le matin devant les studios de la Plaine Saint-Denis, et d'où sortent des femmes blondes avec des lunettes de soleil à 7h du matin. Mais je sais pas, c'est compliqué, parce que là aussi, c'est quand même des gens qui ont un immense passé de motoristes. Donc là aussi, il faut qu'ils avancent, et il faut qu'ils continuent à innover, et il faut qu'ils fassent des voitures différentes, et puis des voitures qui justifient leur prix. Parce que eux, ils sont pas là pour venir tirer les prix. C'est pas eux, ils visent pas comme la future Model 2 de Tesla, qu'on appellera autre chose que Model 2 quand Elon Musk nous dira comment il faut l'appeler. Eux, ils visent quoi ? 25 000 $, 25 000 €? Ouais, c'est dans ces eaux-là, 25 000 $ en tout cas. Donc on est quand même très loin. On est très loin de Bugatti, Bentley, Rolls, Mercedes et Maybach. On le disait, c'est un peu comme le village gaulois. Tout le paysage automobile n'a pas encore été totalement contaminé par la chienlit électrique. Eh bien non, il en reste un qui résiste, et pas le moindre. En l'occurrence, je vous parle de Toyota. Ils sont toujours premier constructeur mondial, j'ai pas rêvé. Hein. Oui. Et ils y vont, mais ils y vont à reculons. S'il n'en fallait qu'une preuve, Toyota vient de lancer un nouveau moteur diesel. Là, il en faut quand même une paire bien accrochée pour se dire, écoutez, chef, sumimasen. Moi, j'ai une idée. Je pense que c'est le moment de lancer un nouveau diesel. C'est un peu comme si Apple se relançait, je sais pas, dans les imprimantes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, voilà, exactement. Je sais pas. Combien de temps ça prend à développer un moteur ? Ça se trouve, ils ont commencé à développer énorme. Ça il y a 3-4 ans. Oui, alors c'est vrai. Du coup, ils se disent, bon, attendez, est-ce qu'on se fout tout ça on s'assoit dessus et puis on arrête là ? Ou est-ce qu'on décide de se positionner pour aller prendre des parts en Afrique, je ne sais pas, aller essayer de... Tous les gens qui vont pas en fait passer d'ici 5, 10 ans, 15 ans à l'électrique, il y en aura apparemment, selon les dires de Toyota. C'est vrai que ça a un petit côté à rebours de l'histoire, et c'est pas un accident. Hein. Toyota expliquait dans une interview à Bloomberg que même dans 30 ans, il voit encore des modèles non électriques représenter une part significative de ses ventes. Dans 30 ans ? Ouais, Non mais attends, en 2050 ? Mais elles vont rouler où, tes voitures ? Imagine s'il y a 20% juste du parc automobile, ou dans 30 ans, ou 15% qui est pas électrique, ou même plus que ça d'ailleurs. Et là, je te parle pas du parc, je te parle des ventes. C'est-à-dire qu'ils estiment que dans 30 ans, ils vendront encore une part significative de moteurs à explosion. C'est que dans 50 ans, il y aura encore des voitures... Non, mais il en restera toujours. Et puis, il restera toujours les modèles de collègue. Et puis, il restera toujours... Voilà, mais pas de quoi tabler sur une croissance renouvelée qui soit, tu vois, ta stratégie, tu vois. Genre. Ouais. Mais même, là, en l'occurrence, le moteur diesel qu'ils ont dévoilé, c'est un V6. Ça se fait, des V6 diesel. Ah oui, c'est vrai. Qui est destiné au nouveau Land Cruiser. Ouais.
Mais je suis désolé, mais pour moi, en 2030, le Land Cruiser, il est électrique. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais on connaît les avantages de cette chose? Ou pourquoi un nouveau moteur, en fait? C'est ça, tu vois? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Probablement moins d'émissions. Enfin, en tout cas, on peut se le souhaiter. Plus de couple, c'est peut-être c'est le Land Cruiser. Mais non, c'est quand même, je sais pas, c'est confondant. Et moi qui ai fait les salons japonais pendant des années, c'est vrai que on les a vus essayer pas mal de trucs. Ils étaient à fond au début. Je te parle là entre 2005 et 2010. Ils étaient au taquet sur la pile à combustible. Ouais. Ils y croyaient à fond, mais c'est vrai que c'était un moment où les batteries n'étaient pas encore du tout au niveau, ou etc. Ou donc, on pouvait entrevoir un futur où on allait recharger avec de l'hydrogène et puis avec une pile à combustible qui allait alimenter un moteur électrique. Parce que ça, par contre, la technologie des moteurs, ça marchait déjà pas mal du tout. Alors, il s'est passé plusieurs trucs. Ils voyaient de l'hydrogène partout. Je voyais dans les salons de technologie au Japon. Toshiba te montrait, tu vois, des PC portables qui avaient une cartouche que tu pouvais remplir avec de l'hydrogène. Il faut essayer. Et là, tout à coup, il disait, non, mais là, vous pouvez avoir 1 mois d'autonomie. Et ouais, c'est séduisant. Bon, là, il s'est passé plusieurs trucs. Il s'est passé le fait que tout à coup, tu puisses plus emporter des liquides dans l'avion. Je pense d'ailleurs que, tout à coup, te dire, oui, je vais emporter de l'hydrogène, moi, dans l'avion. Moi, ça ressort, je sais pas pourquoi. Ça me semble une très bonne idée. Votre briquet, laissez-le ici, monsieur. Le PC, ça passe. Allez-y. C'est ça. Donc, tout à coup, tout à coup, la vision a été confrontée à la réalité à la fois de la sécurité aérienne et puis du marché en général. Et tout ça s'est éteint. Et ils n'ont pas pris le virage électrique très très vite. Ils ont continué à croire à ça. Il n'y a pas un constructeur là qui a annoncé récemment qu'il investissait dans l'hydrogène justement. Un gros constructeur, je parle. J'ai entendu un gros constructeur qui. Alors il y a plusieurs choses chez nous. Il y a toute la France essaie de développer toute une filière hydrogène. Au début, j'ai encore soupiré en disant non, ne refaites pas le coup d'hydrogène pour la voiture. On sait bien que ça marche pas. On sait bien que ça n'a pas d'intérêt ni écologique ni économique, que ça va vous faire un plein plus cher encore que l'essence quasiment. Enfin bref, mais non. En fait, la filière hydrogène que la France essaie de développer, elle les développe d'abord pour des usages industriels et puis pour aller là où en gros les batteries peuvent pas aller, c'est-à-dire le train. La marine marchande, tous ces trucs où tout à coup tu dis ok, je comprends, là ça tient, on va pas mettre des batteries pour faire avancer les bateaux, ils sont déjà assez lourds comme ça, mais alors c'est amusant parce qu'il y en a qui ont un peu viré leur cutie pendant longtemps. On parlait de l'hydrogène en disant non mais attendez, allez pas trop vite sur l'électrique parce que l'hydrogène arrive. C'est une bonne façon de ne rien faire. Ouais, exactement. C'était exactement ça. Ou des constructeurs, on en connaît, qui disaient non, attendez, il faut s'assurer qu'on ait le bon mix énergétique. Mix énergétique, c'est ce qu'on dit pour garder du charbon dans l'électricité. Tu vois, c'est pour dire non, mais c'est important d'avoir le bon mix énergétique. Et là, en l'occurrence, c'était surtout pour dire non, on va garder l'essence et le diesel, on fera un peu d'électrique à la marge et voilà, ne cassez pas les couilles. Et quand même, j'ai vu là cette semaine le patron de Volkswagen, Herbert Diess, qui a envoyé un tweet en réaction à un article justement sur l'hydrogène c'est super. Et le tweet il est cinglant. Il était en allemand, je vous le fais en français. Il dit non, attendez, il est prouvé que la voiture à hydrogène n'est pas la solution au changement climatique. L'électrification s'est imposée dans le trafic. Les faux débats sont une perte de temps. S'il vous plaît, écoutez la science. Ça a le mérite d'être clair. Waouh. Alors c'était Engie, c'était pas un constructeur en fait automobile, c'était Engie qui disait vouloir investir bien sûr dans l'hydrogène. Ça c'est normal, ils ont les infrastructures, ils ont tout ça et justement pour servir l'industrie, les transports professionnels, etc. Non, tout ça, je veux bien croire à la logique économique parce qu'il n'y a pas une logique écologique à dire il faut faire passer de l'automobile personnelle, de l'essence ou du diesel à l'hydrogène. Ça c'est une sornette. Et alors, on fera un chapitre là-dessus, un jour on s'en parlera, sur ce que vous coûterait le plein de votre voiture à hydrogène. Je pense que non, c'est indéfendable face à l'électrique aujourd'hui. Et puis en plus, c'était le patron de Nissan ou de Toyota qui avait dit à une époque, en fait l'hydrogène c'est une fausse bonne idée parce que dans tous les cas une voiture à hydrogène c'est une voiture électrique, donc autant mettre de l'électricité directement dedans plutôt que d'aller piocher du fossile en fait, parce que ton hydrogène tu le fabriques
Par la méthanisation, par le thermoformage ou je sais plus quoi. Le reformage. Voilà, ça doit être ça. Ou bien par l'électrolyse. L'électrolyse, elle te coûte un max d'énergie pour pouvoir la faire. Et l'autre, c'est en gros des substances pétrolifères plus ou moins. Oui, tout à fait. C'est un peu comme du raffinage, enfin à l'envers, mais oui, donc, finalement, tu émets du CO2 massivement pour le produire par l'électrolyse. C'est ça. Alors après, il y a des moyens où on dit non, mais on va utiliser l'énergie inutilisée du solaire et de l'éolien. Mais attendez, mais c'est les mêmes qui disent qu'il faut fermer les centrales nucléaires. Donc où est ce surplus d'énergie tout à coup qu'on ne sait pas utiliser? Bon, il existe, mais il existe à des moments assez réduits. On le voyait en parlant de Barry, le fournisseur d'électricité qui justement te permet de connecter ta voiture à l'heure la moins chère, etc. Bon bref, il y a des moments où on a un surplus de production éolien ou solaire. Mais c'est quand même pas tous les jours et on a besoin d'énergie pilotable à côté. Bref, donc l'hydrogène, on est d'accord. Et Herbert Diess, patron de Volkswagen, est d'accord avec nous. C'est une fausse bonne idée pour la voiture personnelle. Tu remarques, on vient de faire un épisode quasiment complet où on n'a pas parlé de recharge, ce qui est quand même normalement la moitié des sujets. On a vu quand même un truc là, c'est que Tesla pourrait partager ses superchargeurs avec les voitures d'autres constructeurs. Alors là, franchement, ça doit faire mal quand même à pas mal de gens en Allemagne, parce que c'est en Allemagne que ça se passe. Pas que, d'ailleurs. Ouais, pas que. Mais du coup, quand j'ai vu ce tweet passer, tout de suite, j'ai fait une recherche. J'ai regardé, alors ce permis de construire pour l'usine de Berlin, il en est où ? Parce que finalement, évidemment qu'ils ont la giga à Berlin, mais dans leur nouvelle usine, mais ça y est, tout ça est d'accord, acté, fait, ils n'ont pas encore le permis définitif. Ok. Et si, parce que c'est une espèce de prise de tête incroyable au niveau administratif, etc. Ils n'ont pas encore, jusqu'à il y a quelques heures, il y a encore un article qui est sorti qui en parlait. Comme en plus Tesla a fait une nouvelle demande en juin pour intégrer une nouvelle ligne de production de batteries sur la Giga de Berlin. Ça retarde d'autant plus tout le système. Même t'as un ministre aussi qui s'est prononcé, qui a dit mais faudra quand même arrêter avec ce truc un peu ubuesque où ça prend des années, etc. Et un ministre aussi allemand qui avait dit justement je suis en pourparlers avec Tesla pour m'assurer que. Alors ça avait un petit côté aspirationnel, c'est le côté je vais demander à Tesla de. Alors moi c'était l'article que j'ai lu, il disait je suis en discussion directe avec Tesla. Pour m'assurer que les superchargeurs seront partagés. Et du coup comme tu te dis que Tesla. Je vois pas pourquoi Tesla dirait oui. Alors il y a un autre exemple qui est en Norvège où là pour le coup l'accord est pour ainsi dire signé. Mais parce que la puissance publique a participé au financement du déploiement des chargeurs. Là, ok, c'est un deal gagnant-gagnant, mais dire, au fait, on manque de bornes, donc vous qui les avez installées déjà, finalement, il faudrait que tout le monde puisse se brancher dessus. Parce qu'ils ont 40 000 bornes en Allemagne, je sais pas combien ils ont de bornes. Ce qui est pas énorme. Non, et alors, imagine les bornes super rapides, ils doivent pas en avoir énormément non plus. Là, s'ils en touchent 1000, parce qu'il y a 1000 superchargeurs en Allemagne, s'ils ont rapatrié 1000 dans leur giron, forcément, ça change un peu la donne. Ah ouais, c'est compliqué parce qu'évidemment, pour Tesla, le réseau de chargeurs, c'est un énorme avantage concurrentiel, enfin qui leur est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que personne j'ai vu personne chiffrer ce que ça coûtait. Parce que déployer ça, surtout qu'en plus c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'il faut déployer tes chargeurs en gros avant de commencer à vendre tes voitures, parce que c'est un argument de vente, mais il faut que ça existe. C'est pas une promesse. C'est pas vous verrez un jour on mettra des chargeurs sur les autoroutes. Non. Donc on verra où ira cette histoire, mais j'ai un tout petit peu de mal à y croire. Qu'ils fassent des accords avec des pays, des gens, des administrations, des régions qui les aident à déployer des réseaux de chargeurs. Et alors je voyais, parce que nous on est des nains, ils ont ouvert là des superchargeurs au Mans, j'ai vu pas loin de chez moi, ils ont ouvert à, comment s'appelle ce centre commercial, à Paris 2 là, voilà, mais je sais plus, il y en a une douzaine à chaque fois. En Californie, alors évidemment là c'est la patrie de Tesla, sur la I-5 qui est cette autoroute qui est droite comme un crayon, qui relie le nord au sud, en passant par des coins qui n'ont absolument aucun intérêt, mais peu importe, qui est le moyen le plus rapide de relier Los Angeles à San Francisco, par exemple. Évidemment, il y a un trafic de Tesla absolument démentiel, et du coup, ils ont une station de chargeur qu'ils ont encore agrandie, ils en ont plusieurs, évidemment, sur la route. Il y en a une qui a 196 superchargeurs.
Non, à tel point qu'ils ont déposé des plans et des marques et des choses pour opérer leur propre restaurant. Mais tu sais, les trucs à l'ancienne, hein, tu sais, comme dans American Graffiti, avec des roller boys et des roller girls qui viennent te livrer ton repas directement à ta place. Moi, je trouve ça charmant, à la limite, voilà. Mais encore une fois, autant on voit tous ces constructeurs qui se battent sur les voitures, sur les technologies, sur l'autonomie, sur les batteries, sur la conduite autonome et tout le reste. Mais quand même, on le voit bien, l'un des nerfs de la guerre, ça reste quand même la recharge. Hein. Exactement. Et finalement, on aura fini par parler de recharge dans cet épisode. Tu vois, évidemment, la boucle est bouclée. Bien, c'est la fin de cet épisode. On parlait de recharge justement. Alors évidemment, je vous l'avais dit le mois dernier, maintenant que j'ai intégré la grande famille Tesla, je vais vous casser les pieds dans chaque épisode en disant au fait, vous savez, j'ai un super code de parrainage qui va vous donner 1500 km de recharge gratuite. Si par hasard vous aviez l'envie d'acheter une Tesla, je vais pas vous le dicter là, il est dans les notes de l'émission. Je voudrais du coup remercier Michel, Fred, Serge et Christophe qui ont utilisé ce code pour commander leur voiture. Alors je vois que Michel a été livré. Ah mais oui, bien sûr, Michel, c'est un voisin à moi. Ah oui, attends, il faut que je te raconte cette histoire. Attends, c'est incroyable. Un samedi matin, je trouve un SMS de la veille, donc d'un monsieur que je ne connais pas, mais qui habite à 400 mètres de chez moi, et qui dit, voilà, j'ai vu votre code sur, tu sais, il y a une carte en ligne des possesseurs de Tesla où tu peux cliquer, tout ça. J'ai vu que vous étiez pas loin. Donc j'ai utilisé votre code pour acheter ma Tesla. Et alors en fait, je comptais aller en prendre livraison avec mon fils, mais il a été empêché. Est-ce que vous voulez m'emmener à Villepinte pour aller chercher ma voiture ? C'était trop mignon. Le problème, c'est qu'il m'avait envoyé ça le vendredi soir pour le samedi matin, que j'ai découvert ça samedi, je sais plus, en milieu, fin de journée, et que donc il était trop tard. Je lui ai répondu, Michel, désolé, j'aurais été ravi, mais en plus j'aurais vraiment pas pu, j'étais vraiment occupé. Mais donc voilà, malheureusement Michel est allé prendre livraison de sa Tesla tout seul, mais voilà, du coup il a utilisé mon code, c'est mignon. Je sais quel est le Serge qui a commandé une voiture. Fred et Christophe, je vous connais pas, mais je vous remercie. En revanche, petit carton jaune pour Tesla, ma maman a utilisé mon code de parrainage et ça n'a pas fonctionné, elle n'est pas dans la liste de mes parrainages. On reparlera des parrainages parce que Tesla a un peu changé son fusil d'épaule. Bon, c'est sympa de se filer 1500 km de recharge gratuite, c'est cool, mais il y a des gens qui en ont accumulé énormément, voire des millions de miles dont ils ne savent que faire. Du coup, maintenant, tes miles arrivent avec une date d'expiration. Par exemple, moi, j'ai jusqu'au 24 mai 2022 pour utiliser les miens. Bon, enfin, tout ça n'est pas très grave. C'est donc ainsi que se termine cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné au Doigt dans la prise, on ne sait pas trop ce que vous attendez. Vous avez déjà une application de podcast dans les mains si vous êtes en train de nous écouter, logiquement. Donc allez, abonnez-vous là maintenant. Et si l'application vous permet de le faire, mettez-nous 5 étoiles aussi, parce que ça permettra à plein d'autres gens de découvrir ce podcast, si ce n'est déjà fait. Merci à tous, à la prochaine, bonne route et bonnes vacances. Salut Thomas. Salut Cédric.